Salut! Moi, c'est le droit à l'avortement. Et mon histoire est vieille comme le monde. Depuis qu'on peut faire des bébés, donc depuis toujours, on veut aussi potentiellement éviter d'en avoir. Et depuis toujours, il y a des gens qui ont un avis et qui veulent m'interdire. Dès l'Antiquité, on retrouve des traces de textes qui disent comment faire pour avorter et d'autres qui disent que c'est interdit. À l'époque, interdire l'avortement, c'était entre autres pour contrôler la natalité, produire plein de bébés qui, par exemple, pourraient devenir des guerriers ou des travailleurs. Peu importe ce que disent les textes, l'avortement est pratiqué partout, parce que rien ni personne ne peut contraindre quelqu'un qui est enceinte et qui ne veut pas d'enfant à en avoir quand même. Et tant pis s'il faut risquer sa vie ou sa liberté pour ça. Depuis le XXe siècle, avorter est devenu de plus en plus accessible. C'est en URSS qu'il y a pour la première fois une loi pour que je puisse concrètement exister. Il est devenu possible d'avorter légalement. Yay! Ça, c'était un gros premier pas. Bon, après, côté droit, il s'est pas passé grand-chose pendant un certain temps. Et même en URSS, Staline débarque et on me renvoie à la clandestinité. Mais depuis les années 70, dans pas mal de pays, ça a été de plus en plus facile d'accéder à l'IVG, interruption volontaire de grossesse. Alors, il y a des lois pour dire oui, le droit à l'avortement est garanti. Mais les conditions varient d'un pays à l'autre. Par exemple, en France, je suis légale jusqu'à 14 semaines de grossesse, peu importe les raisons, mais passé ce délai, une justification médicale est nécessaire. Alors qu'aux Pays-Bas, juste à côté, avorter est possible sans justification tant que le fœtus n'est pas viable, ce qui pousse la limite à 24 semaines. Et au Canada, il n'y a carrément pas de restriction du tout, même si en pratique, il n'y a pas de demande d'avortement dans le dernier tiers de la grossesse, sauf en cas de très très gros problèmes. Mais au moins, en cas de très très gros problèmes, eh bien c'est possible. Mon histoire, moi, le droit à l'avortement, est faite d'aller et de retour, mais quand même, sur les dernières décennies, plutôt d'aller. Peut-être même qu'en France, je vais être inscrit dans la Constitution. Si c'était inscrit dans la Constitution, ça serait vraiment super. Oui, mais comme dirait Simone de Beauvoir, vous devrez rester vigilante. Parce que moi et mes potes, l'accès à l'éducation sexuelle, Salut. à la contraception, Coucou. et même les droits des personnes LGBTQIA+, Hello. on est clairement menacés. On fait partie d'une grande famille, les droits sexuels et reproductifs. Et aujourd'hui, on nous fait la guerre dans des pays où on était à peu près tranquille depuis des années, voire des décennies. On veut faire disparaître l'IVG, la contraception, l'éducation sexuelle, les personnes LGBTQIA+, et j'en passe, comme si c'était possible. Comme si on n'avait pas toujours existé. Et les conséquences de ce recul sont désastreuses. Il y a un endroit dans le monde où ça fait un bon bout de temps que je suis pas le bienvenu. Le Texas. Et là-bas, en 2021, il y a une lycéenne qui a fait un discours qui résume bien la situation. Recently, the heartbeat bill was passed in Texas. Starting in September, there will be a ban on abortions after 6 weeks of pregnancy, regardless of whether the pregnancy was a result of rape or incest. 6 weeks. That's all women get. Paxton Smith. I am terrified that if my contraceptives fail, I am terrified that if I am raped, then my hopes and aspirations and dreams and efforts for my future will no longer matter. Okay. Hold on, my roommate's walking up the stairs and it can be kind of loud. Bon, le Texas, c'est pas à côté, donc c'est interview à distance. Sorry. Okay, all right. When Texas passed the heartbeat bill, I honestly didn't really know very much about abortion at all, because I didn't really have to know a lot about abortion to be able to say that that wasn't right. And it was only after I got deeper into activism that I realized that it was just one of the many steps that had been taken for the past decade that would ultimately lead to the overturning of Roe v. Wade. Pause. Parce que Roe v. Wade, c'est peut-être pas très clair quand on vit pas aux États-Unis.
Alors écoutez bien. En fait, là-bas, le droit à l'IVG était garanti par une décision de la Cour suprême. En 1973, elle avait tranché « Les États n'ont pas le droit d'interdire l'avortement, parce que c'est une atteinte à la vie privée ». Ça, c'est la décision Roe v. Wade, qui date d'il y a 50 ans donc. Mais en 2022, les juges de la Cour suprême, dont un certain nombre ont été nommés par l'ex-président Donald Trump pour leurs opinions anti-choix, ça veut dire anti-IVG en gros, sont revenus sur cette décision. Ils ont renversé Roe v. Wade. Ça veut dire que plus personne aux États-Unis ne bénéficie d'une protection constitutionnelle de son droit à l'avortement. Donc n'importe quel État peut de nouveau interdire l'IVG. Some states passed trigger bans that were put in effect as soon as Roe was overturned or within 30 days. Texas has one of those laws, and that law says that if a doctor provides a patient with an abortion, unless the pregnant person is literally dying, if that doctor provides an abortion, they can go to prison for up to a life sentence, pay over $100,000 in fines, and lose their medical license. So we have legislation from like the 50s deciding what people can do with their bodies. Fear, panic, disgust. Yes, it was a really bad day. C'est clair, ça fait flipper. Désirée est activiste dans l'État du Wisconsin, où des cliniques ont fermé leurs portes aux personnes venues pour avorter. And I know people who have children to this day from the situation with Roe v. Wade. No one knew where to go. So I created the Facebook group basically in hopes to help women in my state, which is Wisconsin, to get to the next state over, which was Illinois. We have volunteers literally from all over the U.S. who are willing to take time out of their day to drive women. We do have volunteers that will house women, just, host them, make sure they're safe. Sometimes when women do need to order pills, they are afraid to put their address down. So we do have volunteers who will receive pills for women in need. Yeah, we're making it happen however we can. I do believe the bans increase inequality because I feel like women in marginalized communities will be affected the most. Single income homes will be affected more. I feel like women of color specifically. Indigenous women and African American women do have higher risk pregnancies. And that's another reason some women just don't want to carry babies. They don't want to take that risk. Salut! Bon, c'est ma première fois et je suis terrifiée. Je suis allée aux urgences vendredi, on m'a confirmé que j'étais à 21 semaines et maintenant je suis à 22. J'ai pris un rendez-vous au Nouveau-Mexique mercredi. Donc si vous pouvez m'aider en quoi que ce soit, je vous en serai immensément reconnaissante. Et ça dit que ça peut prendre jusqu'à 3 semaines parce que les comprimés viennent d'Europe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider pour le coup et pour les envoyer par la poste? Je suis pas sûre de comment ça marche ou s'il y a un truc à faire avant de demander de l'aide. C'était juste émotionnellement difficile de devoir attendre en sachant que j'avais un fœtus mort à l'intérieur de moi. Je me sentais comme un cercueil ambulant. J'ai besoin d'aide pour aller au Nouveau-Mexique lundi prochain. Je peux pas m'imaginer avoir un nouvel enfant, surtout vu ma situation actuelle. On ne devrait pas avoir à vivre tous ces traumas. Trois mois après ce qui s'est passé aux États-Unis, de nouvelles restrictions étaient imposées dans un autre pays, en Hongrie. C'est le gouvernement de Viktor Orban qui en est responsable. Coucou, c'est moi. Elle, c'est Yulia et Christina. Elles travaillent pour Patent, une des plus grosses associations de défense des droits des femmes en Hongrie. Elles accompagnent des femmes victimes de violences, d'autres qui ont eu des difficultés à avorter, et elles défendent ces droits auprès du gouvernement et des institutions. Et il y en a bien besoin. Parce que même si l'IVG est légal en Hongrie depuis 1992, il y a de plus en plus de barrières pour y accéder. Déjà, la nouvelle constitution adoptée en 2012 indique que la vie commence à la conception.
Parfait pour justifier d'autres politiques anti-IVG, comme par exemple une nouvelle obligation légale pour les gynécologues. Après chaque consultation, les médecins qui pratiquent l'IVG doivent remplir une fiche. Et ce papier a un peu changé. Last September, what happened is that they added an extra line to this paper, which is that the woman needs to show proof that the gynecologist made her listen to the fetal heartbeat. What was really bad, I mean, of course, this is bad enough in itself, but what was bad is that it happened from one day to another. We were not consulted. The public was not consulted. No one was consulted. It's just that we woke up one morning and we saw it in the news. Well, I mean, a patent standpoint is that the only reason for this is to humiliate women and make them feel guilty for wanting to get an abortion, because there's no medical reason for them to require women to listen to the fetal heartbeat. But it's important to see this as what it is, which is an attack on women and on women's bodies. I think another important thing is that we saw with patent is that in Hungary, if you want to access abortions, you have to participate at 2 consultation sessions with medical staff. Especially the first of these consultation sessions is heavily aimed to convince women to keep their pregnancies. Women are having difficulties of getting appointments to these consultation sessions. You can run out of time pretty quickly. So that's altogether we call these sneaking restrictions, and it's just silently showing us that this government, what the main goal of the government is. Et moi, le droit à l'IVG, je suis pas le seul concerné. David est le directeur d'Amnesty International Hongrie, l'ONG de défense des droits humains. Ça fait 10 ans qu'il bosse comme activiste, particulièrement sur les droits des personnes LGBTQIA+. When I look back on the last 10 years, I could divide this last decade of 2 very distinct phases. One is up until 2017, 2018, when I would say there were sporadic attacks against the LGBTQ community, but this all changed in 2017, 2018. Where we started to observe a more concentrated campaign against this community. And one of the highlights of the campaign was a piece of legislation that was passed in summer 2021 that eradicated LGBT people from educational settings, from schools, and also from large parts of the media, by saying that films portraying homosexuality, they can only be shown after 11 p.m. at night, marking that it is only for people above 18 years of age. C'est déjà beaucoup, et ce n'est pas tout. Les personnes transgenres, c'est-à-dire qui ne se reconnaissent pas dans le genre qui leur a été assigné à la naissance, sont aussi visées. Une loi de 2020 les empêche de faire officiellement reconnaître leur identité. But legal gender recognition was available to trans people before that. So what happened here is that the government decided to end legal gender recognition entirely. So what the law says is that there is a so-called sex at birth, which needs to be recorded in each and every person's document, and this data cannot be changed. I find it highly problematic that our government in Hungary didn't have a better thing to deal with in the midst of a global pandemic than restrict transgender people's rights in such a serious and cruel way. So my name is Monika Magasházi. I was born in Budapest in 1972, so I'm 50 years old now. I'm a transgender activist and I have 2 children. My son is 12 and my daughter is 8 today. Today? Yeah, it's today. her birthday? Yes, few days. Happy birthday to her then. Thank you very much. It started when I was 15, 16 years old. And I felt something different
from my schoolmates, and I was alone many times, and I hardly could find any schoolmates, friends. Mais ce n'est qu'en 2020 qu'elle commence sa transition. Et la même année, cette nouvelle loi est adoptée. Celle qui lui interdit de faire reconnaître son genre. Today the situation is I have my former legal identifications, and with my former name, we can say it's a dead name. It impacts my life and all the people in our community. When I got an official letter from some authorities, and I was asked to go back to the post office to handle the letter, and I gave my ID card to the officer, and she looked at the ID card and gave it back to me, and she asked for my ID card because it's wrong. It seems it's not mine. She tried to explain to me, but then it was a forced situation, because I had to tell her, hey, I'm a transgender woman, and unfortunately this is the situation here in Hungary. I don't have the ID card with my real name on it. I was forced to come out. Les droits des personnes transgenres, des personnes LGBTQIA+, ça peut sembler différent du droit à l'IVG. Mais comme je le disais au départ, on appartient tous à la même famille. Et généralement, les personnes qui veulent du mal à l'un d'entre nous veulent aussi du mal aux autres. Bienvenue en Pologne. Ici, le parti d'extrême droite Droit et Justice est au pouvoir depuis 2015. Antonina travaille pour l'association Federa, sur les questions des droits sexuels et reproductifs. Et alors, ça donne quoi en ce moment, Antonina? My regular answer to the question about the state of SRHR in Poland is it was bad and now it's worse. Ah, ok. Avec Federa, Antonina anime des ateliers d'éducation sexuelle pour les jeunes. Where do I stand? Like, pull it all the way down, squeeze it out, like squeezing out toothpaste, basically. Goodness. I'm losing words today. Like, honestly, I had too little sleep. I think this is an old one. Okay, scratch that. I'm taking another one. You may say that you want it to look like a sombrero, kind of. That. We don't want it to be a beanie. If it's a beanie, then it means that it's wrong. So you wanted it to be a sombrero. Put it on top of the penis, roll it down, up. We want it to be up, down, to the very body, is we show them that they really are very, very, very elastic. Like, look at my nails, they are not short, and it's still, yeah, that was the moment. If it breaks, then it's literally in shreds. So if the condom breaks, you will know. Mais si t'as 15 ans en Pologne, pas sûr que tu puisses assister à ces cours, parce que les écoles sont un peu réticentes. We actually had, I think, 2 draft bills at this point that would lead to criminalization of comprehensive sexuality education, and that would put me and my colleagues in jail for what we do for, I believe, up to 3 years. And they both were voted against. It created this atmosphere of uncertainty and fear. And actually, when the Law and Justice came to power, they decided to change curricula at schools. So they also meddled with curriculum for, it's called Preparation for Family Living, which tells you a lot just by its name. It was an abstinency-oriented program that would discourage people from using condoms, that wouldn't mention STI, STDs, that wouldn't mention LGBTQ community. They were mostly focusing on
traditional conservative family model and encouraging people to start their sexual lives only after being married and mostly in order to have children. So it was very conservative oriented. Ouais. Et du coup, ça se passe comment pour la contraception? They didn't have that color on the palette. They actually had to find something to show how bad it is. Over here, it's orange. Ukraine is yellow. Belarus is in a better situation than we are. It's an authoritarian state. And nobody's paying any attention. Like, good job, France. We are very proud of you. But look what's happening over here. It's insane. Honestly, it's insane. Petit retour en arrière. C'est interdit d'avorter en Pologne depuis 1993. Sauf si la grossesse résulte d'un viol ou d'inceste, s'il y a danger pour la vie de la mère ou s'il y a une malformation fœtale. Mais depuis 2020, c'est encore pire. Cette dernière exception en cas de malformation a été supprimée. Et ce changement n'est pas sans conséquences. And it's the atmosphere of fear, and it's the atmosphere of being hunted down by the state, by the government, by country officials, basically state officials. It's terrifying, and it gives you this freezing effect. I know you talked to Isabella's family. What happened there? It was a huge, unapologetic and undespicable mistake that cost someone their life, and it's unjustified. Nazywam się Barbara Skrobol i jestem szwagierką Izabeli z Pszczyny, osoby, która zginęła po zmianie prawa aborcyjnego. Iza była nie tylko kochającą żoną i matką, ale również przedsiębiorczynią. Prowadziła zakład fryzjerski. To była osoba o bardzo silnej osobowości, o otwartym umyśle, która zawsze dążyła do wyznaczonego celu. Iza wspólnie ze swoim mężem starali się o drugie dziecko od 3 lat. Udało jej się zajść w ciążę, była bardzo szczęśliwa z tego powodu. Alors qu'Isabella est enceinte de 22 semaines, elle commence à perdre les os. Son état de santé est stable, mais elle se rend à l'hôpital pour y trouver de l'aide. La grossesse ne peut pas aller à terme. Przy badaniu otrzymała informację od lekarza, że nic nie mogą zrobić, póki serce dziecka przestanie bić. Sama sobie mierzyła temperaturę i pisała, że zaczyna się powoli źle czuć, że się bardzo boi teraz, co będzie. O tym wiemy. Napisała w ostatniej wiadomości, że się kładzie spać. To była ostatnia wiadomość, jaką wysłała Iza do rodziny. Rano był telefon ze szpitala, że Izabela nie żyje. Także to był dla nas takim szokiem, że zaczęliśmy działać i szukać informacji, co tam się wydarzyło, że zdrowa kobieta trafiła do szpitala, a zmarła, a dzień później zmarła. Teraz już wiemy i z zeznań świadków, współpacjentek, które były na sali z Izą, wiemy, że ten stan jej się tak pogorszył, że jakby wymiotowała pomiędzy łóżkami. Także miała wszystkie objawy wstrząsu septycznego. Naszym marzeniem jest, żeby historia Izabeli wpłynęła na zmianę prawa, które jest de facto bardzo krzywdzące dla kobiet. To prawo jest właściwie przeciwko kobietom. Chciałabym powiedzieć to hasło, ani jednej więcej.
żeby nigdy, żeby taka sytuacja, jak spotkała naszą rodzinę, nie dotknęła już żadnej innej rodziny. Jako rodzina my jakby wspieramy ten ruch Ani jednej więcej i chciałam powiedzieć ani jednej więcej. Takie zaniechanie, brak udzielenia jej pomocy było błędem medycznym i trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego doszło do takiego błędu medycznego? Czy ten błąd był spowodowany wyłącznie brakiem odpowiedniego doświadczenia, wiedzy lekarzy, czy też kierowali się innymi względami? Jolanta est avocate. Elle est spécialiste des dommages corporels. Et elle défend la famille d'Isabella. Rodzina pani Izabeli zaraz po jej śmierci złożyła samodzielnie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Z różnych powodów, między innymi dlatego, że mieli przekonanie, że to jest sprawa o błąd medyczny, ale również powzięli mocne przekonanie, że lekarze kierowali się nie tylko niewiedzą, a właściwie nie kierowali się wiedzą medyczną, ale istotnym motywem ich działań i tego, czego nie zrobili, czyli ich zaniechań, była obawa przed odpowiedzialnością za nielegalną aborcję. W tym momencie czekamy na zamknięcie śledztwa i po zamknięciu śledztwa według wszystkich danych, którymi dysponujemy, zostaną skierowane do sądu karnego akty oskarżenia. I będzie się toczył proces, który ostatecznie rozstrzygnie, czy lekarze są winni śmierci Izabeli. D'autres obstacles que la loi entravent aussi le droit à disposer de son corps. En Italie, les droits sexuels et reproductifs, on est assez similaire au droit français. En théorie. Monica est gynécologue à Rome. Et depuis 3 ans, elle est aussi influenceuse éducation sexuelle sur Instagram et TikTok. Allora, oggi sono a fare un'intervista. Mi sento un po' una star. Poi verrò sottotitolata perché l'ho fatta in italiano, visto il mio inglese pessimo. Maria Grazia, stiamo registrando! Purtroppo è vero, in Italia è ancora un po' complicato interrompere la gravidanza, questo perché c'è un grandissimo quantitativo di medici obiettori di coscienza. Siamo circa al 70% dei medici ginecologi e non solo, quindi del personale sanitario, perché gli obiettori di coscienza sono i ginecologi, ma sono anche gli anestesisti, gli infermieri, gli operatori di sala operatoria e quindi tutto il personale sanitario che è obiettore di coscienza. L'obiezione permette al personale sanitario di non praticare interruzioni volontarie di gravidanza. Questo crea delle difficoltà perché ci sono regioni intere in cui è difficile l'accesso. Concordo sulla possibilità di non esercitare la professione di ginecologo se non si ha voglia di praticare interruzioni volontarie di gravidanza. Se vuoi essere il medico delle donne, di applicare la legge e di fare in modo che la donna sia libera di scegliere. Et en anglais? If you don't want to practice abortion, you have not to do gynecologist. Yeah, okay. You can do oculist, Dentist. Pediatrician, orthopedics.
Le truc, c'est que tout ça risque de pas s'améliorer tout de suite. En 2022, Giorgia Meloni est devenue la première ministre italienne, une première ministre d'extrême droite. Il y a même un sénateur du même bord politique qui a proposé une loi pour donner un statut légal aux embryons. Giorgia Meloni è una donna che si è sempre proclamata pro vita e quindi sempre a favore della famiglia tradizionale. In questo momento le proposte di legge che mirano a modificare la legge 194 a favore dei movimenti pro vita sono aumentate da quando c'è la destra al governo, ma non credo che riusciranno mai a far approvare leggi così restrittive, perché la 194 del 78 è una legge che è stata ottenuta con grande lotta da parte delle donne che la difenderanno estremamente. Bon, c'est pas évident tout ça. Hein. Mais en France, ça va, non? En France, je suis tranquille, hein? Non? Eh ben non. En France aussi, il y a des groupes qui défendent ce genre d'idées. D'ailleurs, en ce moment, le planning familial est un peu dans leur viseur. Pour resituer, le planning familial, c'est l'héritier du MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. C'est la plus grosse association française qui défend les droits sexuels et reproductifs. Et Sarah en est la présidente. Entre février et mars, le planning, on a été attaqué à 5 reprises sur l'antenne de Strasbourg et sur l'antenne de Bordeaux. 3 fois à Bordeaux, 2 fois à Strasbourg. Donc c'était des messages anti-avortement, des messages menaçants, insultants envers le planning. Et à Strasbourg, c'était écrit par terre en gros sur la rue du planning, quoi, juste devant le planning. Donc on a porté plainte à chaque fois. Et la chose en plus, c'est que c'était revendiqué par des blocs identitaires. Et ce ne sont pas les seules attaques auxquelles le planning doit faire face. Il y en a d'autres menées par des groupes et des personnalités transphobes. La publication de cette affiche, qui représente un homme enceint, les a mis très, très en colère. Et donc c'était des affiches qui n'étaient pas à destination forcément de les diffuser en très grand public. C'était vraiment pour se dire, tu es une personne transgenre, tu peux venir au planning, tu peux parler des droits sexuels et reproductifs, c'est tout à fait possible. Et donc ça a pris une ampleur très importante puisque l'extrême droite s'est mise à nous attaquer, à attaquer le planning de manière beaucoup plus générale, mais surtout les personnes concernées en ont pris plein la figure. N'arrivant pas à faire changer les lois françaises, les anti-IVG, anti-genre, anti-tout, s'en prennent aux personnes concernées. Depuis un petit moment, il y a des appels à enlever les financements du planning. Quand on attaque le planning, on attaque les actions du planning, on attaque les militantes au quotidien qui agissent sur le terrain, et on attaque même les personnes qui viennent nous rencontrer. Mais c'est à organiser. On est attaqué, on est attaqué, on est attaqué. Est-ce qu'à un moment donné, ils ne vont pas gagner ? On voit des vraies cohérences dans les discours, et au niveau du Parlement européen, par exemple, il y a une association EPF qui regarde un petit peu ce qui se passe au niveau du Parlement, et on voit qu'il y a un projet en fait. Le projet, c'est vraiment de revenir sur des choses très conservatrices, d'attaquer les droits. Et en effet, ils sont très, très organisés, ils sont très financés, ils sont à des places de pouvoir importantes. Et on voit en tout cas qu'il y a des similitudes qui se font, que ça soit aux États-Unis, que ça soit en Europe, qui ne sont pas anodines, à notre avis en tout cas. Vous vous souvenez d'elle ? Giorgia Meloni, la première ministre italienne. Voilà ce qu'elle disait en Espagne devant les partisans du parti d'extrême droite Vox. Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la... Parce que tous ces gens qui veulent nous restreindre, nous, les droits sexuels et reproductifs, ils échangent entre eux.
Et pas seulement des idées. Il y a aussi beaucoup d'argent qui circule. L'association EPF, dont parlait Sarah, a montré dans un rapport qu'entre 2009 et 2018, il y a eu au moins 700 millions de dollars issus des États-Unis, de Russie et d'Europe qui ont permis de financer les actions de ces mouvements ultra-conservateurs. Voilà un exemple très concret. Une enquête menée par le Guardian a montré que des organisations évangélistes américaines financent de faux centres de conseil pour femmes enceintes en Roumanie. Ils appellent ça des Pregnancy Crisis Centers. Et quand une personne vient y chercher de l'aide, ils font tout pour la dissuader d'avoir recours à une IVG. Mais pourquoi ? Vraiment, pourquoi ? Azal est chercheuse au Centre de recherche politique de Sciences Po. Elle travaille entre autres sur le droit à l'avortement pour l'Organisation mondiale de la santé. Rien que ça. Alors Azal, c'est quoi leurs arguments ? L'argent ? La religion ? Je ne pense pas que la religion, ça suffit d'expliquer la raison pour l'interdiction de l'avortement, mais c'est vraiment l'interprétation de la religion et surtout l'utilisation de ça. Souvent dans le monde musulman, l'avortement reste limité, mais par exemple, il y a des pays comme la Tunisie ou la Turquie où c'est légal. Quand on discute l'avortement, c'est rare qu'on discute l'avortement proprement. On discute d'autres choses souvent. À travers l'instrumentalisation de l'IVG, on voit que il y a des arguments surtout démographiques autour de augmenter la population. Donc, il y a une crise démographique qu'on observe surtout en Europe. C'est un argument qui est pas mal utilisé, qu'il faut plutôt faire des politiques publiques plutôt natalistes. Donc ça c'est une chose, mais après aussi il y a des choses, des arguments plus nationalistes, disant voilà, c'est toujours dans les mêmes logiques, mais il faut augmenter notre population, sinon on a des immigrés qui viennent. Caricatural ? Eh ben pas tant que ça. Voilà ce que disait Sébastien Chenu, le vice-président de l'Assemblée nationale et porte-parole du Rassemblement national. Moi je préfère qu'on fabrique des travailleurs français plutôt qu'on ne les importe. Toujours côté RN, le président du parti, Jordan Bardella, a félicité le gouvernement hongrois pour sa politique nataliste, pas plus tard qu'en mai 2023. Tout ça, c'est bien déprimant. Mais il reste une lueur d'espoir, non ? Oh my gosh. How else can I answer that question? You know, I do have hope that things are going to get better, but I think things are going to get significantly worse before they get better. Attendez. Y a pas une histoire en France, genre je serais peut-être inscrit dans la Constitution ? C'est donc exactement parce qu'il existe aujourd'hui en France une écrasante majorité dans les urnes, dans la rue, dans les institutions pour le droit à l'avortement que l'on peut et que l'on doit le protéger maintenant. Ok, c'est pas encore fait, mais ce serait une première dans le monde et un beau symbole. Des avancées, il y en a. La légalisation de l'IVG au Bénin, en Colombie, une loi pour lutter contre la discrimination des personnes trans en Espagne, encore plus de moyens pour l'accès à l'IVG au Canada, la gratuité de la pilule en Italie, même si c'est pas grâce au gouvernement de Meloni. Et tout ça n'aurait pas été possible sans les organisations féministes et LGBTQIA+. Parce qu'il y a un mouvement féministe et des activistes qui travaillent sur ce sujet, qui ont une énorme expérience en fait déjà. I want to say, like, as long as we stick together, women can get anything done. I wouldn't say we hope for the situation to be better. We know that it will be better. Voilà, il y a quelque chose, en tout cas, je trouve qu'il y a un élan de mobilisation qui est chouette, du mouvement féministe et des personnes. Parce que la mobilisation, elle ne s'arrêtera jamais. Les militantes sont infaillibles, tant qu'il y aura des gens pour les soutenir. Et c'est pour ça que... Będziecie musiały pozostać czujne. Devi rimanere vigile. You'll have to stay vigilant. Vous devrez rester vigilante. Vous devrez rester vigilante.